bonsoir à toutes et tous, bienvenue à la Nuit des Étoiles de Géotopia et du Club d'Astronomie de Mont-Bermanchon. Pour cette année 2015, on vous propose donc dans le cycle de conférences la découverte de Pluton. Pour ceux d'entre vous qui sont restés sur Terre cet été, ont dû voir passer dans les journaux que depuis maintenant très peu de temps, on a des photos de Pluton, enfin. Depuis, ça faisait 85 ans en fait que la planète était découverte et finalement on savait très peu de choses d'elle parce qu'on l'avait jamais visitée avec une sonde. Et donc depuis cet été c'est fait. Donc je vais vous représenter le contexte de Pluton, le contexte de cette découverte, ce qu'on savait d'elle, ce qu'on a étudié, comment on a eu l'idée d'y aller, et puis les images qui tombent au goutte à goutte depuis le 14 juillet. Terre, Mars, Jupiter, Saturne. On les connaissait depuis, je dirais presque la nuit des temps, en fait. Comme ce sont des planètes qui sont visibles à la nuit dans le ciel, très tôt, les gens qui regardaient les étoiles se sont rendus compte qu'il y en avait quelques-unes qui se déplaçaient par rapport au fond du ciel. Ces quelques-unes, ils ont leur donné le nom de planète, qui signifie astre vagabond. Et c'était ces six-là. Puis jusqu'en 1781, on ne connaissait que celle-là. 1781, découverte d'Uranus par l'astronome William Herschel, planète qui était tout juste visible à l'œil nu, qui avait échappé à l'œil averti des astronomes jusque-là. Et 1781, on connaît déjà les lois de Newton, de Kepler, la gravitation de Newton et les lois de Kepler. Donc quand on observe Uranus, on calcule son orbite, et puis il y a des trucs qui clochent un petit peu. Les astronomes se disent Uranus est perturbé par quelque chose, un autre astre qui se trouve un petit peu plus loin. Et ça serait bien d'aller le chercher. Il y a certainement une autre planète un petit peu plus loin. Alors ils se mettent à chercher. Il se trouve que c'est pas tout de suite une grosse planète qu'ils vont trouver. Ils vont trouver, en 1801, Giuseppe Piazzi trouve Cérès, une planète entre Mars et Jupiter. N'attendez pas spécialement quelque chose. À cet endroit, tu peux t'asseoir aussi. Tu as encore ta place ? Oui. Trouve Cérès, une nouvelle planète dans le système solaire, donc on est à 7. Olbers trouve Pallas et Vesta, Caroline trouve Junon. Le nombre de planètes dans le système solaire commence à augmenter pas mal. On n'a toujours pas trouvé celle qui perturbe Uranus, mais en tout cas entre Mars et Jupiter, on commence à en avoir un petit paquet. 1846, le français Urbain Le Verrier, par des calculs mathématiques, en observant Uranus, détermine la position de la planète d'après. Il dit, voilà, c'est là qu'il faut regarder, vous allez la trouver. Bingo, donc découverte de Neptune en 1846. Encore une planète dans le système solaire. Donc on est à cette époque-là, il y avait donc Cérès, Pallas, Vesta, Junon, Astrae, 5 plus les 6 qu'on connaissait, on en était à 12 planètes dans le système solaire. Ça commence à faire beaucoup. Toutes les petites planètes qu'il y avait entre Mars et Jupiter, ils se sont rendus compte qu'elles étaient très petites par rapport aux autres qu'on connaissait. Quand on les regardait au télescope, on n'arrivait pas à les résoudre, ça faisait toujours des petits points, donc ils les ont nommés, ils ont créé une nouvelle famille en fait avec ces planètes-là, ils les ont nommés astéroïdes. Astère d'étoile et oïde qui signifie qui a la forme de. Astéroïde, forme d'une sphère. Donc on se retrouve avec finalement 8 planètes et tout un tas d'astéroïdes. Ils observent Neptune, regardent comment elle évolue dans l'espace, mais ils se rendent compte que Neptune, elle ne bouge pas encore exactement comme on voudrait, et puis la présence de Neptune n'arrive pas encore à expliquer pourquoi on trouve des anomalies sur Uranus. Donc, il doit y en avoir encore une autre. 1846, enfin un petit peu après 1846, on se dit que le système solaire n'est pas complet. Donc on a Vénus, Terre, Mars, on a une belle ceinture d'astéroïdes, et puis 4 planètes, et il y en a une autre, et elle doit être grosse, parce que pour perturber Uranus et Neptune, il faut déjà avoir une bonne masse, une bonne taille. Donc ils vont se mettre à chercher. Ils vont chercher, où est-ce qu'on cherche? Parce que le ciel est grand. Alors, le système solaire, donc là c'est une représentation du système solaire, vous voyez que toutes les planètes tournent autour du Soleil, selon un plan qu'on appelle l'écliptique, donc elles sont plus ou moins toutes, grosso modo, dans le même secteur du ciel. Vu depuis la Terre, le Soleil et les planètes circulent dans une bande relativement restreinte du ciel, qu'on appelle le zodiaque. Constellation, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, je pense que vous connaissez la suite.
c'est dans cette zone-là qu'ils espèrent trouver la planète d'après. Ils vont chercher jusqu'en 1900 sans rien trouver, mais les recherches étaient relativement éparses. Début du XXe siècle, l'américain Percival Lowell, qui est un astronome amateur qui a beaucoup de sous, construit un observatoire, donc il a beaucoup de sous, et lance des programmes de recherche de cette nouvelle planète, de cette planète dont on suppose l'existence. Au passage, à l'époque, on l'appelait planète X, rien à voir avec les films interdits aux moins de 18 ans, hein. C'est le X mathématique qui signifie inconnu, chercher une inconnue. Donc l'observatoire démarre en 1905 jusqu'en 1908, rien trouvé. Bon. Il va s'équiper d'un petit appareil qui s'appelle le comparateur à clignotement. Alors qu'est-ce que c'est que cet engin? Déjà, on met son œil ici, et à droite et à gauche, on glisse des plaques photographiques. À l'époque, il n'y avait pas de caméra CCD, on faisait des plaques photographiques d'argentique pour faire des images du ciel. Et cet appareil-là, il va faire clignoter celle de droite, celle de gauche, celle de droite, celle de gauche, de sorte de créer ce genre de petite animation. Les étoiles, qui elles sont fixes dans le ciel, ne bougent pas sur l'animation, et tous les objets qui bougent entre deux images, vous les voyez faire des petits zigzags. Il se dit, avec cette technique-là, les planètes, on va les voir bouger. Ouais, donc 1911-1916, même avec son bel engin, toujours rien. 1916, Percival Lowell meurt. Cependant, il laisse en héritage un bel observatoire et surtout les sous pour continuer les recherches pour les équipes qui sont toujours sur place. À peu près 10 ans plus tard, 1926, l'observatoire va se doter d'un nouveau télescope, un télescope de 13 pouces, donc c'est un diamètre, en fait c'est comme celui de l'observatoire de Geospia, 317 mm, pour approfondir la recherche de cette planète qu'on ne trouve pas. Et ils vont embaucher un petit jeune astronome, Clyde Tombaugh, qui va avoir la lourde tâche, surtout la tâche fastidieuse, de comparer tous les clichés qui sont pris. Donc il va prendre un cliché un jour, une semaine plus tard un autre cliché, une semaine plus tard un autre cliché, tout ça pour chaque petite zone du ciel qu'il observe, et puis ensuite il prend ces images et puis il les fait clignoter. C'est extrêmement pénible. Il va faire ça toute l'année 1929. On le voit ici en train de jouer. Et puis, janvier 1930, ça y est, il y a quelque chose. Alors, il y a les flèches sur l'image, si vous voyez bien les flèches, parce que sans les flèches, c'était compliqué de se rendre compte qu'il y a un petit point qui est à gauche et qui n'est pas à droite. Et il y en a un qui est à droite et qui n'est pas à gauche. Je vais vous le faire clignoter. En gros, avec son appareil à clignotement, un petit point ici, il y est, il n'y est plus, il y est plus, il est arrivé là, il est là, il est ici, il est là, il est là. C'est comme ça qu'il a découvert une nouvelle planète, la 10e planète. C'était la fête, c'était ce qu'il cherchait. Donc, youpi hurrah, on annonce partout une nouvelle planète découverte à l'observatoire de Percival Lowell. Cette demoiselle-là, elle a eu le journal avec son grand-père qui annonçait la découverte d'une nouvelle planète. Et faire une mythologie, elle s'est dit que le nom de Pluton irait très bien à cet astre de la nuit, puisqu'au fond du système solaire, il n'y a pas de lumière, il fait froid. Et elle en parle à son grand-père, qui est un copain astronome, qui lui-même connaît Clyde Tombaugh. Et puis, de fil en aiguille, le nom de Pluton, partant de cette jeune fille, arrive aux oreilles des instances astronomiques qui décident d'appeler la planète Pluton. L'avantage aussi qu'avait, alors ici vous avez le sigle de la planète, ce qui plaisait aussi dans le nom de Pluton, c'était que les deux premières lettres PL rappelaient Percival Lowell, la personne qui avait le plus œuvré pour la recherche de cette planète. Donc en 1930, la nouvelle planète qu'on vient de découvrir s'appelle Pluton. Alors on commence à l'étudier, et un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'on s'attendait à quelque chose de massif, quelque chose qui tourne autour du Soleil selon une orbite circulaire, et puis Pluton, il s'avère qu'elle passe le plus clair de son temps en dehors de l'écliptique, justement. Son orbite est penchée par rapport à celle de toutes les autres planètes, donc c'est pour ça qu'en la cherchant dans le zodiaque, il ne la voyait jamais, en tout cas
cas avant 1930. Ils l'ont repéré justement en 1930 quand il est arrivé dans la constellation des Gémeaux, Zodiac. Et puis, plus il la regarde, plus elle est petite. Alors, on s'attendait à chercher un astre massif qui allait perturber Uranus et Neptune, et en fait, une petite planète. À l'époque, je pense 4-5 000 km de diamètre, une petite roche, pas très intéressante. Bon, ils sont contents d'avoir découvert, mais ils se disent que bon, finalement, il y a peut-être quand même quelque chose d'autre à trouver. Donc ils vont continuer à chercher. En tout cas, Clyde Tombaugh va continuer à chercher pendant une quinzaine d'années, pour finalement laisser tomber, parce qu'il ne trouvera que des astéroïdes, des comètes, ce qui est déjà pas mal. Mais il ne trouvera pas la grosse planète qu'ils attendaient. Peu de choses qui se passent entre 1930 et 1978. On a réécrit les manuels scolaires, il y a 9 planètes dans le système solaire, la dernière étant Pluton. Et puis les télescopes de l'époque ne voient finalement qu'une petite étoile, pas super intéressante quand ils observent Pluton. Donc la recherche sur la planète évolue assez peu. Jusqu'en 1978, où le plus gros télescope aidant, M. James Christie, s'aperçoit que sur le cliché de Pluton, il y a une espèce de bosse. Vous l'avez là sur la gauche. Elle n'est pas présente sur la droite, pardon. Et cette bosse, on la voit faire le tour de Pluton en 6 jours. Il se trouve que la période de rotation de Pluton est aussi de 6 jours, donc c'était assez curieux. En fait, il se trouve qu'il a découvert la plus grosse lune de Pluton. Cette lune s'appelle depuis Charon. Elle est en orbite synchrone autour de Pluton, c'est-à-dire qu'elle présente toujours la même face à Pluton, et Pluton présente toujours la même face à Charon, donc ils tournent comme ça ensemble. Il y a un rapport de taille entre les deux qui est environ d'un tiers, donc c'est une très grosse lune par rapport à la planète qui est Pluton. C'est comme si nous on avait une lune 50% plus grosse que la nôtre. Et ils sont tellement proches l'une de l'autre que Charon ne tourne même pas autour de Pluton, les deux tournent autour d'un centre de masse qui se trouve en dehors de Pluton. Donc même Pluton est influencé par sa lune. Nous, la Lune est tellement plus légère que la Terre que le centre en question est dans la Terre. Il n'est pas au centre de la Terre, il est un tout petit peu décalé, mais il est dans la Terre. Donc on a l'impression que la Lune tourne autour de la Terre. Là, on a l'impression que ce sont les deux qui dansent ensemble. Et qui donc se font face. Si on arrivait à voir le petit dessin de la Lune. Donc 1978, découverte de Charon, Pluton a une Lune. Chose presque banale pour les planètes dans le système solaire. Bon, maintenant il va falloir y aller quand même Pluton, parce qu'on ne sait pas du tout à quoi ça ressemble, ça serait bien d'aller faire un petit tour. D'autant qu'à partir de 1977, les sondes américaines Voyager 1 et Voyager 2 sont partis en voyage dans le système solaire pour observer Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, et il y en a même eu une Voyager 1 qui avait sur sa feuille de route éventuellement Pluton. Donc on allait peut-être avoir des images de Pluton. Alors en fait, Voyager 1 n'est pas allé voir Pluton. C'est-à-dire que quand la sonde est arrivée au niveau de Saturne, les astronomes ont préféré la dévier vers la lune de Saturne qui s'appelle Titan, parce que pour eux c'était plus intéressant à ce moment-là. Et on aurait pu avoir des images de Pluton en 1992 par Voyager 1, finalement Voyager 1 a pris une autre route, donc exit Pluton. Dans les années 90, les astronomes avaient vraiment envie d'aller voir Pluton, voir à quoi ça ressemblait. Donc ils ont proposé un certain nombre de missions. Pluton 350, hors budget. Mariner Mark II, 3,2 milliards de dollars. Le Congrès américain n'a pas voulu. Je ne sais pas pourquoi. Plutôt Fast Flyby. C'était un système de 2 sondes qui devaient arriver sur Pluton à 1 an d'intervalle pour voir comment évoluait la surface de Pluton au fil du temps, sur une période d'1 an. Hors budget. Pluton Express en 1995, ça a failli passer, mais le Congrès voulait moins d'1 milliard. Bon, 1,4 milliard, poubelle. New Horizons, 646 millions de dollars. On se dit, ah super, ça c'est sous le milliard, ça va leur plaire. Ça va presque leur plaire, c'est-à-dire qu'en 2002, quand le Congrès américain a voulu voter le budget de la NASA, au départ, quand ça leur a été proposé, il y avait une ligne New Horizons, avec des millions à côté. Et puis, je sais pas, il y avait une histoire, une guerre en Irak, quelque chose comme ça. Enfin, vous n'avez pas de sous pour l'espace. La ligne, elle a disparu de ce qu'ils ont signé en 2002.
Il a fallu attendre 2003 pour que le Congrès américain vote le budget, et là, youpi, on a des sous, c'est parti, on va voir Pluton avec la sonde New Horizons. Alors New Horizons, sa mission, c'était pas seulement d'aller voir Pluton, mais aussi d'aller voir d'autres petites planètes qu'on a découvertes depuis le début des années 90. On découvre plein de petites planètes au-delà de Neptune et au-delà de Pluton. Et voilà, pour que la sonde soit un petit peu rentable et ne serve pas juste à aller voir Pluton, elle avait pour mission aussi d'aller voir d'autres petites planètes au-delà de Pluton. Alors, par contre, il a fallu faire très très vite, parce que pour envoyer la sonde au bout du système solaire, il faut la lancer très fort, mais il faut surtout beaucoup de temps. Et il y a une façon relativement pratique d'accélérer les sondes dans l'espace, c'est de les faire se rapprocher de Jupiter, et il y a un système qui s'appelle la fronde gravitationnelle. Quand vous passez rapidement à côté d'une grosse planète, elle vous propulse encore plus vite derrière, et vous accélérez et allez plus vite au fond du système solaire. Il y avait une conjonction possible avec Jupiter en 2007. Il fallait que la sonde arrive en 2007 sur Jupiter. En partant en 2003 au niveau du démarrage du projet, c'était relativement chaud. Et pourtant les Américains l'ont fait. Là, vous avez la trajectoire. Alors, vous avez plein de corps dans le système solaire, la ceinture de Kuiper, vous avez la ceinture d'astéroïdes ici avec Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton qui est ici. Et donc la sonde devait aller sur Jupiter et être accélérée en ligne droite, direction Pluton. En 2002, entre-temps, le télescope spatial Hubble, fier de ses nouvelles caméras, a tenté, vous voyez bien là, tout ça, c'est normal, si c'est flou, parce que c'était tout petit sur les capteurs du télescope spatial Hubble, donc là c'est une interpolation informatique, où on voit les premiers détails, on va dire que ce sont quelques détails à la surface de Pluton. On se rend compte surtout qu'il y a des différences de couleurs, donc il y a une géologie qui peut être intéressante, il y a du sombre, il y a du clair, on ne dit pas grand chose de plus, mais en tout cas, bon, on a un globe en 3D de Pluton. En mai 2005, le télescope Hubble, donc là la sonde n'est toujours pas partie, hein, et le télescope spatial Hubble, lui, il découvre deux nouvelles lunes autour de Pluton. Donc vous avez Pluton-Charon, Charon qui a tourné, et puis hop, les deux nouveaux satellites qui, eux, font leur petite valse aussi. Donc, finalement, Pluton, il n'y a plus une seule lune, il y a trois lunes. Ça devient de plus en plus intéressant. Ces lunes ont été appelées Nix et Hydra, donc on est resté dans le monde de la nuit, du sombre, des ténèbres. Et 19 janvier 2006, New Horizons, hop, dans la coiffe de la fusée, parti avec la fusée la plus puissante de l'époque, au fin fond du système solaire. Au moment où New Horizons a été lancé dans l'espace, c'était la sonde la plus rapide qu'on ait jamais envoyée dans l'espace, partant à près de 60 000 km/h en direction de sa cible. Sa cible, c'était Jupiter. 2006 se vit un drame dans le monde de l'astronomie. 26e congrès de l'Union astronomique internationale. Il y avait beaucoup de petites planètes qui étaient découvertes depuis quelques années au fin fond du système solaire. Et les astronomes étaient partagés entre le fait de dire que ces nouvelles petites planètes, on va les appeler des planètes, on va refaire tous les livres d'école. Les 9 planètes, tant pis, hein, il y en aura 15, 20, 40. Il fallait définir ce qu'était une planète. En fait, on n'avait pas de définition de ce qu'était une planète, tout simplement. Vous voyez bien à peu près à quoi ça avait ressemblé, mais il fallait quelque chose d'un peu plus concret. Donc l'Union astronomique internationale s'est penchée sur la question et a cherché une définition de ce qu'était une planète. Là, vous voyez les astronomes, ils ne sont pas très nombreux, là, ils n'étaient pas tous là. Il y avait à peu près, il y avait bien la moitié des personnes qui n'étaient pas là pour voter la nouvelle définition de planète qui excluait de facto Pluton de la liste des planètes. En 2006, Pluton est passé de planète à la nouvelle catégorie qui s'appelle planète naine. Grâce à nous, ou à cause de nous, c'est selon. Alors pour être une planète, désormais un astre, il doit être en orbite autour du Soleil. Ça paraît bête comme ça, mais du coup, ça élimine la Lune, ça élimine les lunes de Saturne, de Jupiter, ça tourne autour du Soleil. Il doit avoir atteint l'équilibre hydrostatique, encore en français, être heureux, on voit bien ce que ça signifie. Bon,
la troisième, qui fait un petit peu plus débat, avoir fait le ménage sur son orbite. C'est-à-dire qu'en gros, la planète, sur son orbite, il ne doit pas y avoir d'autres corps de taille similaire. En gros, c'est elle la patronne sur son orbite, tout simplement. Et à cause de cette troisième définition, Pluton, qui se trouve dans une ceinture d'astéroïdes, n'ayant pas fait le vide autour de lui, ben, Pluton ne correspond pas donc à la définition de planète, et la catégorie qui correspond à 1 plus 2, ça devient des planètes naines. Donc, en 1850, on avait Cérès, qui était une planète qui était devenue un astéroïde. Hop, Cérès, grâce à la 1 et la 2, redevient une planète naine. Petite promotion. Pluton, par contre, qui était une planète jusqu'en 2006, est dégradé au statut de planète naine, en compagnie de Eris, Makemake, Oméa, qui sont d'autres petites planètes de taille similaire qui sont au niveau de Neptune. Donc voilà, pauvre Pluton. Il y a eu, alors étonnamment, pour cette planète-là, pour Pluton, un fort élan du public qui n'a pas compris pourquoi ces manuels de sciences devaient être faits, pourquoi on exclut Pluton, cette petite planète que tout le monde aimait bien, et voilà, chassée. Donc encore aujourd'hui, depuis qu'on a des images de Pluton, il y a des instances même auprès des astronomes professionnels qui militent pour le retour de Pluton dans le rang des planètes, sachant que s'ils y arrivent, ce ne sera pas 9 planètes, hein, ce sera 15 ou 20 qu'on aura dans le système solaire. Donc, c'est un choix entre voilà, l'affection qu'on peut avoir pour la planète et il faut en apprendre 20 à l'école. Après 2006, donc février 2007, le rendez-vous avec Jupiter arrive. Donc New Horizons va passer très près de Jupiter pour être propulsé au fond du système solaire plus rapidement. Au passage, vous avez ici donc, une vue de Jupiter de côté, hein, on ne peut pas la voir depuis la Terre, il faut être à côté. En vision infrarouge, donc, ce qui fait que la grande tache rouge de Jupiter est blanche. Du coup. Vous avez ça à la Lune, ici Io, avec un panache au-dessus. Il se trouve qu'au moment où New Horizons passait à côté des satellites de Jupiter, vous avez en haut à gauche Io qui était en train de subir une éruption volcanique. Bon, pas grand-chose, hein, il y a 300 km de panache en hauteur. Bon petit volcan. Donc voilà, passer au bon moment en fait pour pouvoir observer ça. Puis bon, on va avoir quelques images détaillées des satellites de Jupiter. Ensuite, voilà, elle continue son parcours au sein du système solaire, il ne se passe pas grand-chose, la sonde est en hibernation. Pendant ce temps-là, depuis la Terre, le télescope spatial Hubble a de nouvelles caméras, et il en remet une couche, et il redécouvre 2 nouveaux satellites autour de Pluton. Donc on est à 5. Après Charon, Nix, Hydra, voici Styx et Kerberos. On est à 5. On commence à se dire, ça sent les débris autour de Pluton, si ça se trouve, il y en a encore. Et nous, notre sonde, elle doit passer là dans le système. Ça serait bien quand même de vérifier s'il n'y a pas des anneaux ou des anneaux ou d'autres satellites, parce que ce serait dommage de se cracher et arriver sur place. Donc il y a une campagne depuis le sol avec Hubble aussi qui continue à chercher s'il n'y a pas des débris. Donc ensuite il ne se passe plus grand chose jusqu'en janvier de cette année où la sonde New Horizons se réveille, elle est en hibernation, se réveille et commence à prendre des images de sa cible. Voici les premières images qu'elle nous a envoyées en janvier 2015 de Pluton, à gauche, Charon qui est en dessous, et sur l'image de droite. D'ailleurs, elles ne sont pas dans leur. C'est le 25 janvier, c'est le 27. Avec Charon qui tourne tranquillement autour de Pluton. Donc à ce moment-là, c'est juste quelques pixels qui se baladent sur un capteur. Mais bon, malgré tout, elle est en vue. En avril 2015, vous avez donc sur la gauche une image brute de ce que voit la caméra sensible de Pluton. Il y a des étoiles partout et le gros truc blanc en plein milieu, c'est Pluton. Comme elle est proche, très brillante pour cette caméra hypersensible. Donc il faut soustraire le fond étoilé. Et dans le fond étoilé, on voit Pluton qui ne ressemble à rien. Nix, Hydra, dans son autre sens, Nix, Hydra. Et il y a Styx qui doit se balader là et Kerberos qui doit être ici. Dès le mois d'avril, la sonde fait aussi bien que Hubble. C'est parce qu'elle est plus proche aussi. Donc à partir de ce moment-là, c'est la sonde qui va se mettre à chercher des anneaux et des satellites supplémentaires. En avril-mai 2015, elle commence à avoir quelques petits détails sur Pluton. Alors des zones sombres, des zones claires,
commence à la voir tourner gentiment. Donc vous voyez, on est toujours à 75 millions de kilomètres. C'est la moitié de la distance qui sépare la Terre au Soleil. Bon, Pluton est encore très petite. Et on est le 12 mai, et la rencontre est prévue pour le 14 juillet. Donc à 2 mois de la cible. Bon, on a un petit quelque chose, mais c'est pas encore fantastique. Fin mai, on a la première animation en couleur du couple Pluton-Charon. La caméra de couleur est beaucoup moins sensible que la caméra noir et blanc, c'est pour ça que l'image a l'air moins bonne en fait que celle qu'on avait déjà avant. Donc là on voit bien que c'est pas Charon qui tourne autour de Pluton, mais bien les deux qui tournent autour de la petite croix. Vous voyez la petite croix au fond? Voilà, donc il y a une petite danse. Et New Horizons c'est censé passer entre les deux. Il faut bien viser. Faut bien viser parce que là, la sonde elle fait à peu près 4 milliards et demi de kilomètres avant d'arriver là, pour passer dans un trou de souris qui fait 5 000 kilomètres. Ouais, ils n'ont pas stabilisé, et puis la planète stationnelle de Jupiter en fait. Ah oui, oui, c'est visé depuis le départ, oui. Mois de juin, on arrive, on approche, donc là on est mi-juin, donc vous avez... alors oui, quand la sonde va passer auprès de Pluton, elle va avoir un hémisphère face à elle, elle va passer extrêmement vite, elle n'aura pas le temps de voir tourner la planète. Donc il y a un hémisphère qu'on appelle d'approche et l'opposé de l'hémisphère d'approche. Il y a le côté qu'elle verra quand elle passera le 14 juillet et le côté qu'elle ne verra pas parce qu'il sera de l'autre côté. Donc on voit déjà que les deux côtés ne sont pas spécialement identiques, mais on commence à discerner les zones sombres. Relativement différencié. 10 juillet, là on approche. 10 juillet, on commence à avoir des images d'une qualité tout à fait sympathique. La bande sombre est là. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis il y a une espèce de craquelure à la surface. Est-ce que ce sont des fleuves, des empreintes de cratères? Pour l'instant, pas d'idée, mais on commence à avoir du détail à 4 jours seulement du survol. 11 juillet. De plus en plus de petits détails. 12 juillet, on se rapproche. On voit apparaître en haut à gauche ici, une petite zone qui avait déjà été vue 6 jours plus tard. Il y avait une forme de cœur. On avait pas mal communiqué là-dessus. Il y avait une surface en forme de cœur sur Pluton. On la voit qui commence à repointer là, le 12 juillet sur la partie gauche. 13 juillet, la veille du survol. Pluton commence à bien se dessiner. Le cœur sur la gauche commence à tourner vers nous, on a des zones sombres, on a l'impression qu'il y a un cratère ici, mais ça ne ressemble pas à notre Lune, c'est pas extrêmement cratérisé. 14 juillet, il n'y a pas de photo ce jour-là. Alors il n'y a pas eu de photo le 14 juillet, puisque la sonde, comme elle passe en gros 3-4 heures à côté de Pluton, elle passe son temps à prendre des photos, elle les stocke, elle les enverra plus tard. Parce que voilà, trop peu de temps, elle n'a pas le temps de dialoguer avec la Terre. Donc, pendant cette journée-là, on la voit ici matérialisée par le petit point orange, qui va rentrer dans le système de Pluton, entre Pluton et Charon. Et ça, c'est la vraie configuration des satellites ce jour-là. Donc, Hydra et Kerberos sont les plus éloignés, sont ceux dont on va avoir les images les moins bonnes. À côté de ça, Charon, Styx et Nix sont relativement proches, on va avoir des bonnes images. Donc elle va passer dans le plan. Hop. Là, on voit le plan des satellites de Pluton sur le côté, et l'ombre de Charon et l'ombre de Pluton. Donc c'est l'ombre projetée du Soleil. La sonde passe au plus près de Pluton quand elle est juste derrière Pluton, ce qui fait qu'elle va avoir en fait la meilleure résolution, on va l'avoir sur les images avec un croissant de Pluton. C'est dommage, mais en même temps, on prend ce qu'on a. La sonde est censée passer ensuite derrière dans l'ombre de Pluton. L'intérêt de passer dans l'ombre d'une planète, c'est que quand on regarde la planète, elle éclipse le Soleil, et donc les rayons du Soleil sont réfractés par son atmosphère, et donc on voit beaucoup mieux les atmosphères des planètes quand elles sont vues comme ça en contre-jour. Ensuite, même chose, la sonde passe dans l'ombre de Charon. Bien imaginez que tout ça, ça a été calculé depuis le début. Depuis le début, on sait que tout ce petit monde tourne autour de Pluton et que la sonde, avec sa ligne droite, elle va passer dans l'ombre des deux. C'est de la haute voltige en termes de trajectoire. Puis la sonde s'en va au fond du système solaire chercher d'autres objets. Et donc voilà ce qu'elle nous sort, parce que du coup on a l'image 15
quand même, ils envoient une image de ce que la sonde a vu le 14. Vous avez ici donc une des images les plus détaillées qu'on ait de Pluton. Ce qui a frappé au premier abord les astronomes, c'est la quasi-absence de cratères. Alors, les cratères, s'il y en a, parce qu'a priori, elle se prend des astéroïdes comme nous, sur le coin de la figure, assez régulièrement. S'il n'y a pas de cratère, ça veut vraisemblablement dire qu'il y a eu une activité géologique ou une activité de resurfaçage récente qui a effacé les cratères. Chez nous, c'est la tectonique des plaques, enfin, c'est l'atmosphère d'abord qui les réduit, ensuite c'est la tectonique des plaques qui fait disparaître. Sur Pluton, c'est plutôt de la glace, donc est-ce que les glaces bougent, est-ce qu'il y a une tectonique dans les glaces? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui fait que les cratères, il y en a bien un à gauche, mais c'est à peu près tout ce qu'on trouve. Donc il y a une activité géologique récente, alors récente c'est des millions d'années, hein, mais à l'échelle du système solaire c'est pas grand chose, sur Pluton qui fait que voilà, si on revient dans 100 000 ans, elle n'aura peut-être pas la même tête. Encore faudra-t-il y revenir. Vous avez le cœur ici qui se dessine, alors, le deuxième lobe il est moins chouette, mais vous avez surtout une surface extrêmement lisse. Alors une surface extrêmement lisse, ça peut vouloir dire banquise, en tout cas c'est a priori pas rocheux, c'est très certainement glacé. Sa principale lune, Charon, a été vue également avec beaucoup de détails. Charon fait plus penser, en termes de satellites, à ceux aux satellites d'Uranus, des mondes de glace avec des montagnes, avec des canyons. Des canyons. Celui-là fait a priori déjà quelques kilomètres de profondeur. Enfin, notre grand canyon à nous est tout petit à côté de celui-là. Et puis, la couleur au pôle. Alors, il s'est avéré par analyse chromatique que c'est la même couleur que la planète Pluton. Donc, on suppose que ce qui est arrivé là sur le pôle de Charon vient très certainement de Pluton. On imaginait qu'il y avait des échanges de matière entre les deux, du fait de leur proximité. A priori, ça, c'est lié. Maintenant, il faudra attendre qu'ils étudient toutes les images. Mais en tout cas, ça vient vraisemblablement de Pluton, ce que Charon a sur le bout du nez. Nix et Hydra sont les deux premiers satellites mineurs qui nous sont arrivés en photo. Rien à voir en termes de composition. Donc là, on est sur des... Charon, on était sur un objet d'environ 1000 km de diamètre. Ici, on réduit à 50. Donc c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus petit. Hydra semble avoir une forme un petit peu bilobée, comme la comète Churyumov-Gerasimenko. Donc ça, c'était la conf de l'année dernière, pour ceux qui sont venus. Nix, une espèce de patatoïde. Il y aura peut-être des meilleures images un petit peu plus tard. Là, c'est un gros plan de la zone sud de Pluton, enfin de la zone sud, du bas de l'image, pardon, c'était pas le sud, de Pluton, sur lequel on voit des montagnes. Alors, ce sont des montagnes de glace, en fait. Hein. Principalement, pour les plus importantes, ici, elles font entre 3 km et 3,5 km de haut. C'est déjà de la belle montagne, sur une couche de glace. C'est surprenant de trouver ça là. Voilà. L'année prochaine, je pourrais sans doute vous dire exactement à quoi ça correspond, mais j'ai été relativement surpris de trouver des montagnes de cette taille à cet endroit-là. Et à côté, vous avez des plaines, vous avez des grandes plaines comme ça. Ça, c'est à l'intérieur du cœur. Vous avez l'impression d'avoir une banquise qui s'est fragmentée, quelque chose comme ça. Les analyses spectroscopiques vont sans doute nous expliquer ça bientôt. Et en tout cas, il semble y avoir un petit peu d'activité en surface. Et ça, c'est l'image que New Horizons a faite de Pluton quand elle s'est retournée au passage dans l'ombre de Pluton, où on a le dégradé de lumière dû à la réfraction de la lumière solaire par l'atmosphère de Pluton. On savait qu'elle avait une atmosphère, on avait une petite idée de sa taille et de sa composition. Bon, avec les images de la sonde, on va pouvoir enfin avoir plus de précision. J'en ai pas beaucoup plus pour l'instant, parce que voilà, en cours de recherche, mais voilà, on a une belle image d'une éclipse de soleil, vue depuis Pluton, par Pluton. Voilà, fin du voyage. Donc là, vous avez une représentation du couple Pluton-Charon lors du passage de la sonde. C'est à l'échelle, c'est-à-dire que la distance entre les deux correspond au diamètre de chacun. À
avant de complètement, donc ça c'est pour le voyage pour Pluton, avant de complètement terminer, je voulais vous montrer un autre petit clignotement. Est-ce que vous voyez Pluton qui se balade? Donc il y a deux points vers le centre. C'est Pluton pris au télescope de Géotopia. J'ai fait ça la semaine dernière, les 1er et 2 août. Donc il n'y a aucun problème, je vous ai dit. Hein. Le télescope qui a servi à découvrir Pluton, de la même taille que celui de Géotopia. Donc il n'y a aucun problème. En plus, on a une meilleure caméra qu'eux. Pas que Clyde Tombaugh. Donc il n'y a aucun problème pour avoir Pluton à Géotopia. Ah, c'est là où je m'attendais. Hop, 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 hop. Tu vas redémarrer plus tard. C'est pas le bon. Voilà Pluton depuis Géotopia. Ensuite, j'ai un petit jeu aussi pour ceux qui sont un petit peu bricoleurs. C'est un globe de Pluton. Vous pourrez récupérer ici. Un solide à 20 faces. Vous vous souvenez comment ça s'appelle un solide à 20 faces? Géométrique, tout ça, non? Ah, ouais, icosaèdre. Solide à 20 faces. Ça vous permet de faire un icosaèdre. Solide à 20 faces, ça vous permet de faire ça. Vous voyez comme ça. Un petit globe de Pluton pour vous amuser. Alors Wikipédia vous dira icosaèdre aussi. Donc ça, ce sera récupéré ici pour ceux que ça intéresse, ceux qui veulent faire du découpage. Et vous trouverez aussi sur le Facebook du club le lien pour télécharger le papier si vous ratez votre découpage, qui est probable aussi. Si vous ratez votre collage, le découpage c'est plus rare, mais le collage vous allez sans doute le rater. Parce que c'est pas évident. Je l'ai fait 3 fois. Voilà, et donc ces informations-là, le lien de téléchargement du PDF du globe, et les photos d'aujourd'hui et l'éventuelle vidéo que Eric est en train de terminer, vous les aurez sur le Facebook du club. Pas besoin d'avoir un compte Facebook pour y aller, c'est complètement public. Vous tapez Club Astro Montbert-Manchon et Facebook, vous tombez chez nous, vous avez nos infos, les liens dont je vous ai parlé, et puis voilà.